dans le cadre de l'exposition de El Hadji. El Hadji, qui est un artiste sénégalais d'une grande importance pour l'histoire de l'art au Sénégal et pour la période post-coloniale de façon générale. Et on a décidé de orienter cette conversation autour de El Hadji et les collectifs artistiques. Parce que El-Si, c'est un artiste qui est très important dans sa pratique individuelle, mais derrière toutes les œuvres que l'on voit ici, qui sont des œuvres d'une production récente, il y a eu toute une histoire dans laquelle il a été impliqué avec toute une communauté d'artistes au Sénégal et à l'international. Et il a été à l'initiative de nombreuses structures et infrastructures culturelles ici au Sénégal. Donc, pour introduire El-Si de manière très brève, même si la plupart des gens le connaissent déjà, c'est un artiste qui fait partie de la deuxième génération de l'école de Dakar, ce qu'on appelle la deuxième génération de l'école de Dakar. Il a à peu près 50 ans de carrière. C'est un peintre, c'est un activiste culturel, c'est un commissaire d'exposition, c'est aussi un historien de l'art, parce qu'il était l'un des premiers artistes, enfin le premier artiste à initier la première anthologie des arts visuels contemporains du Sénégal, qu'il a publié en 1989. Donc c'était vraiment, il était aussi à l'initiative d'écrire l'histoire de l'art au Sénégal et d'essayer de réunir un petit peu les pratiques contemporaines et de montrer ça à l'étranger aussi, de faire valoir la pratique contemporaine à la fin du XXe siècle à l'étranger, parce que il a pu constituer une collection pour le musée, le World Cultural Museum à Francfort. Donc ça a été un personnage qui a été important aussi pour l'initiative du village des arts, le premier village des arts et le deuxième village des arts. Et donc il y a énormément de choses à dire sur El-Si, il y a énormément de choses à dire sur les différentes pratiques et initiatives culturelles. Donc on ne pourra pas parler de tout, mais j'ai voulu faire appel à donc deux personnes ici qui connaissent bien El-Si, qui ont travaillé avec lui, qui l'ont côtoyé et qui ont pu partager cette histoire. Donc nous avons Massamba Mbaye, qui est un critique d'art, un historien de l'art, un professeur à l'université Cheikh Anta Diop. Il est aussi commissaire d'exposition. Il a notamment organisé l'exposition au Musée des civilisations noires, le pavillon sénégalais, qui inclut justement des pièces de El-Si. Il est aussi dans le comité de la Biennale, d'orientation de la Biennale, parmi d'autres choses. Donc il a bien côtoyé El-Si ces dernières années et pourra nous partager un peu son histoire. Et nous avons aussi Fodé Camara, qui est un artiste qui fait aussi partie de la deuxième génération de l'école de Dakar, qui est aussi un scénographe, qui a été le scénographe depuis plusieurs années de la Biennale de Dakar, et qui a fait partie de cette histoire collective dans laquelle El-Si a pris part, et qui notamment avec Tenk et 8 facettes dont on va parler. Et au-delà de la pratique collective, c'est un artiste qui a aussi été représenté à l'international dès les années 90 aux États-Unis, notamment avec une exposition qui s'appelle Africa Explores, qui a été une des premières expositions à témoigner un peu de la pratique contemporaine à la fin du XXe siècle à l'international. Donc voilà. Donc pour commencer, j'aimerais vous demander à tous les deux, peut-être à toi Massamba. Il y a eu plusieurs collectifs artistiques à la fin du XXe. Il y a eu notamment le laboratoire Agitart, qui est celui dont on parle le plus, mais il y a eu aussi Tenk et il y a eu aussi 8 facettes. Donc, est-ce que très brièvement, tu pourrais décrire les différences entre les trois? Bonjour à tous, merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci aussi pour la présentation avec des références, peut-être que je n'ai pas tout à fait, mais bon, moi je savais. Oui, moi en fait, les éléments en termes de référence par rapport à ces différentes logiques associatives. Fodé va revenir de manière plus précise parce que Fodé est acteur. Et je pense que quand on est acteur,
il est essentiel qu'on ne se fasse pas compter sa propre histoire. Donc, c'est important d'écouter la voix de Fodé de manière séquentielle. Ce propos peut être complété aussi par celui de Kamsi, qui a aussi travaillé, et Bourlinguer aussi un peu avec lui, sur des projets, parce que je sais que parfois c'est un projet qui était porté avec beaucoup de générosité, et pas nécessairement d'ailleurs des moyens qui suivaient. Mais je pense que pour ces gens-là, et pour toutes les personnes qui ont gravité pas seulement autour de l'habitat, mais autour de cette idée commune de faire participer l'art à la cité, l'idée qui était le plus important, c'était de pouvoir créer des émulsions qui pourraient faire approche. Donc, ces éléments de référence, ces acteurs qui sont là, et qui sont des acteurs de première main, c'est important qu'on écoute, qu'on les entende et qu'ils nous disent les conditions et les éléments d'expression qui ont été proposés. Moi, je voudrais inscrire mon propos après dans la conceptualisation de tout ça. Parce que quand on parle de collectif d'artistes, quelles que soient par ailleurs les modalités, je pense qu'il y a des transversalités. Et il faut dire, et quand il va dire tout ça, au-delà des spécificités, c'est la volonté que les artistes ont évoquée, ont conceptualisée, ont mise en pratique, celle de faire participer l'art, celle de faire entendre la voix des artistes dans une cité précise. Une cité qui a une résonance plastique contemporaine certaine, parce qu'il ne faut pas oublier que le premier président post-indépendance et le président Léopold Sédar Senghor, il avait mis la culture au cœur de ses initiatives politiques, et ce n'était pas seulement dans les discours, c'était dans les cours. Il y a eu des infrastructures, il y a eu une incitation à la créativité, il y a eu également un remembrement des artistes par rapport à leur fonction et par rapport à leur importance dans la marche des choses. Et donc, il faut mettre en situation ce point de repère avec ce président mécène, ce président qui a mis les conditions pour que, en fait, ce mécénat d'État puisse être quelque chose qui soit effectif, avec des artistes qui ont été choisis et sûrement des artistes qui ont été exclus aussi du système. Mais le fait de les exclure du système rend d'autant plus pertinent ou d'autant plus pertinente l'approche. Parce que quand vous êtes dans le système, vous pouvez peut-être avoir tous les moyens d'expression, mais quand vous êtes dans la périphérie également, il peut y avoir également de la subversion esthétique qui vient enrichir le tout. Et justement, ce qui va enrichir cette approche, c'est qu'on n'est pas dans une approche, dans une orientation linéaire. On est dans un foisonnement d'initiatives. On est dans des conditions de possibilité et des conditions de mise en création. Jusqu'à ce que le président Diouf vienne au pouvoir et que ça n'en pas, les artistes laissés un peu à eux-mêmes ont essayé et se sont réinventés. Se sont réinventés, se sont repositionnés, et c'est ça qui fait qu'ils tiennent jusqu'à vraiment. Parce qu'autrement, à partir des années d'austérité, on aurait pu parler d'art africain, plutôt d'art visuel au Sénégal contemporain. Ce ne serait pas possible. Parce que justement, ils avaient tout, et à un moment, ils se sont retrouvés avec presque rien, et il fallait qu'avec les éléments de référence théorique qu'ils avaient, avec les éléments conceptuels qu'ils avaient développés, mais avec également cette assurance et cette conviction qu'ils avaient une place dans la société, ils ont eu les moyens de se réinventer, de se repositionner par rapport à eux-mêmes, malgré la difficulté des choses, malgré même parfois une paupérisation qui faisait que, bon, ces artistes pour beaucoup ont fait de la récup, etc., tandis que d'autres sont restés dans une impasse et sont restés muets pendant plus d'une dizaine d'années ou même plus. Je pense à Ibou qui est resté très longtemps silencieux. Donc, oui, initiative commune,
initiative généreuse, certes, mais avec comme point de transversalité pour toutes ces initiatives, d'accord, qu'on va nommer de manière beaucoup plus exhaustive, cette volonté de participer à la marche de la société. Cette volonté de faire finalement de la politique au sens le plus noble du terme et le plus fondamental. Parce que le propre de la politique, c'est de s'inscrire dans la gestion de la cité. Et donc la politique n'est pas seulement le fait des politiciens. Elle ne saurait l'être d'ailleurs fondamentalement. Et pour que la voix politique soit entendue et partagée, il fallait que les gens de l'art puissent s'exprimer et montrer qu'il y avait d'autres voies possibles. Et ces voies-là, parfois d'ailleurs, je pense au 18e parti en 90 qui a été lancé comme une boutade. L'idée c'était de dire, oui, les politiciens quelque part ont échoué, faut recentrer les choses autour de l'humain. Alors après, la question, c'était de savoir en fait comment il allait s'organiser, etc. Et j'en pense qu'il a été minimum question pour ces initiateurs-là, LHC, Joachim, ici présent, et Traoré Diop, de pouvoir avoir un parti politique au sens constitutif du terme. L'idée, c'était plutôt d'avoir une instance presque transversale, qui pourrait ramener les gens vers les choses les plus essentielles. Parce qu'un projet politique, c'est un projet autour de l'humain et ils l'ont dit de manière très claire et précise. Merci. Oui. Je vous remercie et puis bienvenue quoi. Moi, avant de tout dire, je commence à remercier le président Senghor qui nous a beaucoup aidés. Après Senghor, peut-être il y a Paolo, mon professeur, le professeur de LHC, qui nous ont montré le droit chemin. Et puis, après, il y a Issa Sambi Ouakam. Pour commencer, il y a quelque chose de très clair avec Senghor, parce qu'avec Senghor, j'ai eu à visiter l'exposition de Picasso à l'âge de 14 ans. Il s'est trouvé actuellement, en visitant le musée des civilisations, je suis le scénographe de 50 ans après de l'exposition de Picasso. Si ce n'était pas Senghor, je n'aurais jamais arrivé à ça. Il y a autre chose, Paolo. Paolo aussi, c'était un professeur qui nous enseignait tout. Et puis des fois, bon, entre-temps, pour vous dire cette façon d'échange aussi avec Paolo, quand il me donnait les marchés pour avoir de l'argent, pour avoir quelque chose à amener pour la famille, quand j'arrivais pour dire qu'on se partage l'argent, il dit non, 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 je ne veux pas cet argent-là. Je veux que ce que j'ai fait pour toi, tu le fais pour les autres. Là, j'arrive. Je n'arriverai jamais à oublier ça. À chaque fois que je suis dans un projet, si je gagne de l'argent, que ce soit avec la Biennale, il y a un petit bout d'argent que je garde pour les artistes, pour faire aussi des montages d'exposition. Hein? Ouais, tout récemment, on a fait le montage de CA, que j'ai dépensé mon argent. Parce que je voulais bien faire, parce que là, c'est toujours des trucs qui viennent bien avant. Par exemple, avec Joe Cam aussi, qui me prenait dans ses bras. Parce que, en premier lieu, quand on était au village, sorti de l'école, je n'avais pas d'atelier. Bon, je demandais aux Moussakir, aux gars, bon, c'était des gens vraiment très, très fermés. Non, il n'y a pas d'atelier. Joe est venu un jour, il m'a dit qu'il y a un atelier derrière là. Tu sors les portes, je te donne un canard, tu as ton atelier là-bas. Je le fais. Le surlendemain, il vient avec du matériel de peinture. Il dit que là, je vous ai donné, vous, cet atelier-là, avec les élèves, parce qu'il y avait un lot d'élèves qui étaient sortis en 81. C'est votre atelier. Là, on a commencé à travailler ça. Mais Zo étant très rusé, bon, il y avait ce laboratoire d'Agitar. Par exemple, tout ce que vous voyez comme affiche, comme visuel affiche,
Par exemple, c'est des trucs que j'ai travaillé avec Samba Gueye, avec l'atelier Piboussel. On organisait un atelier, un laboratoire pour faire tout ce genre-là, les montages d'exposition. J'ai appris beaucoup de choses avec Issa. Et alors, par rapport justement au laboratoire Agitard, ce qu'on sait en général, ce qu'on dit en général par rapport au laboratoire Agitard, peut-être je prends juste c'est que le laboratoire Agitard justement était arrivé à un moment donné comme une proposition alternative à l'esthétique de la négritude. Mais pourquoi à ce moment-là il y avait ce besoin-là? Et aussi une autre question que j'ai, et ce sera aussi à Massamba de répondre peut-être, c'est comment ça se fait que le laboratoire Agitard et d'autres collectifs aussi, qui étaient presque insaisissables parce que le laboratoire Agitard, comme Tank, comme Une-Facette, c'était un focus surtout sur pas sur une exposition, sur l'idée du workshop, l'idée de quelque chose qui est un processus qui est en cours, l'idée d'un état atelier constant. Et comment ça se fait, d'une certaine manière, qu'il y a eu un tel poids et que, par exemple, il y a eu un article dans la presse en 1990 où, justement, les artistes pouvaient proposer un nouveau parti. Comment ça se fait qu'on pouvait les entendre de cette façon? Comment ça se fait qu'on pouvait vous entendre de cette façon-là? Vous savez, Agitard, je crois, c'est quelque chose... pour Issa, tout le monde, tous les gens font partie de Agitard. C'est pas, il n'y a pas de membres, Par exemple, moi, il y a une façon dont il m'a récupéré. C'était au départ de faire ses ateliers. Des ateliers comme en mai 68, de faire des trucs de sérigraphie. Lors de ces trucs théâtrales, play en or, tout ça. J'étais dans ces ateliers-là. Et puis après, quelques temps après, il m'a mis aussi dans une autre situation. J'étais bien avec, on peut dire, tous les collectionneurs. Avec Abdourahim, avec Baby, avec Mayonowa, tous ces gens-là. Et puis, il préparait des cartons d'invitation. C'est à Fodé d'aller distribuer ces cartons-là chez ces gens-là pour permettre aux gens de venir acheter des œuvres. Ouais. Je crois que dans tout ce tournant-là, peut-être on parle des trucs théoriques, mais il y avait l'homme. Oui. Il y avait l'homme. Et puis, il voulait façonner des gens. Moi, Issa, il m'a façonné. Parce que je ne peux pas monter une exposition, avoir de l'argent, sans penser aux artistes. Et puis, même lors des biennales aussi, à un certain moment, on n'avait pas les moyens de tout comme ça. C'est lui qui venait à la dernière minute pour réchauffer les gens. Gagner dans le bar, Demnenchi. Sénégal, vive le Sénégal, allez-y, allez-y. Et puis ça me donnait une autre force pour continuer à travailler. Je crois que cette force-là, c'est pas toujours agitable, j'ai continué cette force-là. Avec lui Facette, avec Kenkre, avec Abdallah, avec... ça continue jusqu'à présent. Je suis là-dedans maintenant. On agit toujours. Je suis là-dedans. C'est bon. Oui. Par rapport au laboratoire Agitard, mais pas seulement au laboratoire Agitard, par rapport à toutes ces initiatives, je pense que l'idée c'est d'avoir une sorte de participation artistique à la chose publique. Parce qu'un artiste qui proclame et qui dit des choses, ça peut avoir du sens, ça peut porter peut-être, ça peut avoir une certaine portée. Mais quand ils sont 2, 3 artistes, 4 artistes, 5 et 6, je pense que ça a beaucoup plus de poids. Et je pense que d'ailleurs, le dessin premier de toutes ces initiatives, c'était d'être dans une sorte de subversion par rapport à cet ordre établi. Parce que ce que Senghor a mis en place était quelque chose de remarquable. Mais je veux dire, toute institutionnalisation par rapport à la créativité appelle une contre-institutionnalisation, et c'était cette subversion-là qui était intéressante. Moi, je regarde ça avec le recul et cette tension entre cette sorte d'institutionnel et un peu cette marge par rapport à l'institutionnel, et ça a généré un peu toutes ces initiatives avec ce continuum. Mais l'autre aspect, je pense qu'il n'a pas été suffisamment développé dans ces approches-là, c'est le lien aussi avec toutes les idées de gauche.
parce qu'il y a un texte fondateur de Joachim justement sur la parole. Je pense que, en fait, voilà, la lecture ou la relecture aussi des fondamentaux de la logique marxiste, de la logique marxisante, et cette manière d'être dans une sorte de communauté partagée, dans cette communauté-là, je retiens dans ça ce que les interprètes de Fabrique de Marx avaient trouvé. Ils ont dit qu'en fait, sur le plan de l'application politique, tous ces gens-là se sont plantés parce qu'ils ont pris Marx à la lettre, alors que le projet marxiste est fondamentalement, mais au sens où du terme, utopique. Ces gens étaient des porteurs d'utopie. Et en fait, l'utopie prend forme également progressivement dans des chemins posés, dans des balises. Et l'une de ces balises-là, c'est le laboratoire Habitat. Et la spécificité de ce laboratoire, c'est qu'au final, c'est un laboratoire, mais en réalité, il n'existe pas. Il y a des personnes qui constituent ce laboratoire. Ils peuvent convoquer des gens, mais en fait, ce laboratoire a refusé toute forme de formalisation. Et c'est ce qui a d'ailleurs été à l'origine d'une incompréhension fondamentale entre LH et les tenants jeunes et nouveaux de ce laboratoire, parce que là, il ne veut pas, d'accord, cette formalisation, et peut-être bien qu'il a raison, peut-être bien qu'aussi cette formalisation, elle est nécessaire aussi pour se donner les moyens d'agir dans ce monde. Mais ils étaient fondamentalement dans l'utopie, ils étaient fondamentalement dans la création des conditions de possibilité d'instances spécifiques de réflexion. Avec, il le disait devant toi la dernière fois, mais ils ont convoqué des gens et justement, ils ne savaient pas d'ailleurs qu'est-ce qu'ils devaient faire. Ça a fini par une déclaration de l'INE sur le laboratoire 94 de 51, alors qu'au départ, en fait, je pense que c'était parti sur quelque chose sur la création, sur l'affirmation plastique, etc. Et c'est ça le laboratoire Habitat. Mais c'est ça également peut-être la mise en situation non policière de la création et de la créativité. Et il savait que, en fait, voilà, ça allait donner ça, une instance comme celle-ci, où les gens allaient en parler. Et peut-être c'est ça qui a de fondamental et qui pourrait rester pour le futur. Que Faudé puisse se dire, je dois beaucoup à ces gens-là et j'ai pris le fil. Et c'est ça qui fait que, en fait, pour l'expression artistique, il remettre même les propres buts pour organiser une expo de quelqu'un d'autre, parce qu'il parle d'expo, et ce n'est pas ses propres expo. Mais tout ça aussi participe de cet esprit-là. Un peu dans le naturalistique de Bob Marley, d'accord, c'est quelque chose qui est quelque part dans l'air, mais qui a toujours du sens lorsqu'on essaie de l'amarrer et de lui donner une certaine consistance. Alors, c'est tout ce travail fondamental entre des approches concrètes, mais également la possibilité aussi d'échapper à ces contours-là pour donner toujours quelque chose qui se renouvelle et auquel les gens peuvent trouver des éléments de référence et d'autres personnes peuvent trouver des éléments d'appropriation pour revendiquer cette appartenance, pas seulement à ce laboratoire, mais à toutes les initiatives décentralisées. Comme si va revenir sur ces aspects-là suivants. Ça ne s'est pas limité à Dakar. Ils sont allés chercher un peu partout, à travers le monde, mais à travers le Sénégal, des moyens aussi de mettre, de pousser, de faire pousser quelque chose. Et ça renvoie à l'itinéraire particulier de LHC, parce que quand tu évoques l'expo d'éducation, lui-même, après avoir fait ses fondamentaux dans le domaine des arts visuels, a dit je vais aller sonder l'Afrique pour trouver des éléments supplémentaires et étoffer mes valeurs sur le plan plastique, sur le plan intellectuel. C'est comme ça, en fait, qu'il a fait une sorte de tour du continent à sa manière. Et donc, en fait, quand il l'évoque, ça devient une sorte d'odyssée, de chemin fabuleux, peut-être qu'il comptera sur papier un jour ou bien de manière enregistrée, etc. C'est fabuleux ce qu'il apporte.
Mais c'est ça aussi qui construit les gens, parce que le propre de la créativité, justement, c'est peut-être d'être plus souvent des canons et des prismes. Mais le propre de la créativité, c'est d'échapper justement à ces canons et à ces prismes-là. Et je pense que ces gens l'avaient compris. Merci Massamba, c'est très intéressant. Et justement, je voulais retourner un peu sur les collectifs qui ont succédé du coup le laboratoire Agitar, donc Tank et ensuite 8 facettes. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu plusieurs manifestations et plusieurs formes par rapport à ces deux collectifs, et plusieurs membres qui font partie de Tank ont fait aussi partie de 8 facettes, et il y avait cette sorte de fluidité entre les collectifs et aussi avec le laboratoire du coup. Et donc je voulais parler de Tank, la première manifestation qui était donc d'abord, ce que j'ai cru comprendre, c'est que ça a commencé en 1980 où il y avait un premier Project Space, on va dire, dans le premier village des arts, où là il y a eu une sorte de, plusieurs artistes de différentes disciplines, donc de la musique, du théâtre, des arts, se sont réunis dans le Project Space, et ça a donné une sorte d'idée pour un travail interdisciplinaire et restituer un peu à l'art visuel une forme d'interdisciplinarité qui pouvait peut-être manquer ou qui pouvait se transformer avec l'école des beaux-arts qui tente un peu de classifier les arts. Et ensuite, il y a eu une autre manifestation Tank qui était en 1994, dont Fodé a fait partie, donc Kansi a fait partie aussi, et Tank 96 également. Et Tank 94, donc c'était pour décrire un peu ce que vous faisiez dans ces collectifs, c'était un workshop, c'est ça, c'était un workshop international qui avait eu lieu à Saint-Louis. Est-ce que Fodé, vous pourriez parler un petit peu de ce qui s'est passé au cours de ce workshop? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup comme des moments de travail collectif où il y a plusieurs choses qui peuvent se proposer, mais maintenant que le temps est passé et en rétrospect, d'une certaine manière, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce qui s'est passé en 94 à Saint-Louis et en 96 également? Bon, en 94, ça a trouvé qu'on avait fait, on avait déjà voyagé. Non, c'est avant le voyage à Londres, quoi, qu'on a invité des artistes très reconnus. Je crois qu'il y avait les Flinto. Il y avait aussi celui qui travaille avec les gosses là, comment il s'appelle? Yinka Shonibar. Shonibar, il y avait pas mal de gens. Et puis moi, dans tout ça, que ça soit avec un peu laboratoire Agitar, Tank, ou 8 facettes, ou les autres, je m'occupais beaucoup d'argent. J'étais le trésorier. Et puis je m'occupais aussi de logistique. Les gens avaient confiance en moi. Parce que quand je suis dans un projet, c'est sûr que ça va marcher. Et puis de là, je crois qu'il y avait aussi Moustapha Dibé qui était dans le projet, Souleymane Keita. Et puis on a travaillé pendant presque 3 semaines à Saint-Louis. Et puis on a produit des œuvres qu'on avait exposées, je crois, au Village des Arts. Au Village des Arts. Je crois qu'il y a Morlis aussi qui s'occupait un peu de logistique. Mais tout se tournait autour de moi. Et puis ce qui est intéressant aussi, en ce moment-là, vu en Occident, c'est les galeristes qui venaient prendre les artistes et les représenter dans les galeries là-bas. C'était la première fois que des Africains, des artistes arrivent à regrouper des artistes pour travailler ensemble, pour s'échanger. Sur le continent. Sur le continent. Ouais. Là aussi, c'était vraiment des gens vraiment de très haut niveau, quoi. Et puis là, je crois, bon, cette banque d'œuvres-là, c'était avec LH. Je ne sais pas comment ça s'est passé, mais on avait fait, même bien avant ça, avec Tank aussi, on a fait aussi au Village des Arts, un atelier de comment on l'appelle? Il y avait la biennale, il fallait créer autre chose. Oui, aussi. alors dans le manifeste que vous avez écrit, voilà. Il y a écrit justement le pôle d'extension de la Biennale en 1996. Là aussi, on a fait la même chose. Et donc ça, c'était l'ouverture en fait du deuxième Village des Arts. Du deuxième Village des Arts. Là, on a tout fait parce qu'en ce moment-là, on avait des problèmes avec les militaires et puis les gens de la jeunesse. Ils voulaient occuper le Village des Arts. Nous, on a trouvé cette idée-là d'organiser là-bas une pôle extension de la Biennale pour prendre les lieux. Et puis là, on a payé beaucoup de gens pour désherber, pour faire des tas de trucs. Et puis là, on est arrivé à faire un atelier.
après l'atelier, sur le champ avec Sidi, je crois, Sidi Faye, on a eu la chance d'avoir vraiment le village des arts pour les artistes. Mais vous savez aussi pour les artistes, ce qui est difficile, peut-être avec Agita, ça allait bien parce que c'était un truc qui rampait autour de... c'était un problème de conscience. Mais quand vous regroupez des artistes, c'est autre chose. Il y a aussi ce côté égo qui revient, bon, pas mal de choses. Moi aussi, j'arrivais à gérer ça. C'est pour ça qu'on est resté un peu plus longtemps. Que ce soit avec 8 facettes, avec Tenkre, avec les ateliers d'Amdalaï. J'étais toujours quelqu'un qui essayait de... Mais là, je l'ai appris de Issa. Au départ. Tout dernièrement, quand j'ai eu des problèmes avec Bassirou qui est venu en Allemagne avec un projet. Bon, vous savez, on va faire un projet, vous les artistes, vous aurez 50%. Le projet aurait 50%, et puis, moi je dis à Bassirou, quoi. On va essayer de faire. Bon, en parlant de ça à Bass s'est retourné, il a vu Issa. Quand Issa m'a convoqué, il dit, Fodé, ne te comporte pas comme ça. On est là pour travailler. Laisse Bass faire. Parce qu'il va amener beaucoup de gens. Peut-être qu'on aura l'occasion de récupérer ça. Parce que là, c'était aussi l'idée d'Agita, quoi. Parce que tout tournait. Même quand vous voyez 8 facettes aussi, je rendais des comptes à Issa. Tenkre aussi à Issa. Folentolo, ça me d'accord. Où est-ce que... Où est-ce que vous en êtes? Voilà. Mais j'explique tout parce que c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé. Qui m'a montré le chemin. Ouais. C'est pour ça, bon, je dis que... Bon... ça bouge. Ça bouge, quoi. Ça continue de bouger. Ça continue à bouger. Ouais. Et tu veux ajouter quelque chose, Nassana? Non, peut-être ce rapport assez particulier à l'argent. Oui, ces gens étaient des porteurs d'utopie. Et je pense que pour mettre en place des collectifs, etc., et même pour avoir des châssis ou avoir de la couleur, il y a un coût. Mais ils n'ont jamais vraiment compté. Joe Wakam, qui était quand même l'un des concepteurs un peu de tous ces mouvements, était connu comme quelqu'un qui n'a jamais vraiment rien gardé pour lui. C'est-à-dire que chaque fois qu'il gagnait de l'argent, le lendemain, il allait distribuer ça à des familles qu'il était les seuls à connaître d'ailleurs, parce qu'il savait que chaque famille, de quoi elle avait besoin, etc. Et donc, oui, ça aussi c'est un élément important. C'est qu'ils étaient dans un projet presque exclusif, très généreux. Le propre de l'art, justement, le propre de ce rassemblement autour de l'art, c'était peut-être cette manière de faire du don de soi à travers les individus. Même moi, j'ajoute aussi quelque chose parce que quand j'étais à Paris pour mes études, j'ai eu des problèmes de certificat d'hébergement. À un certain moment, j'en parle à Issa. Issa me conseille, comme tu as eu cette école, Art Déco, tu as eu école des beaux-arts, tu as eu école des métiers d'art. Bon, il faut prendre les papiers, vous revenez à Dakar. Quand je suis revenu à Dakar, il est allé voir Kalussi. Il impose à Kalussi qui doit faire rembourser. Kalussi est parti au ministère de la Coopération. Et puis, une semaine, 2 semaines après, j'ai eu ma bourse. Je suis retourné. À un certain moment, j'avais un problème de passeport. Ah, gars, j'ai eu mon billet là, j'ai un problème. Mais en 24 heures, il me met en rapport avec Diarra Farbatay. Diarra Farbatay. Je suis allé le matin, l'après-midi, j'ai ça. Parce qu'il avait ces relations-là. Ouais. Moi aussi, il me mettait dans ces trucs-là. Même moi, je suis arrivé même à un certain moment d'amener des gens c'est Diarra Farbatay. Donc en fait, avec tous ces collectifs, d'une certaine manière, l'objet d'art n'était pas si important que ça. L'objet d'art, l'exposition, la manière dont on voit l'art se présenter de façon majoritaire aujourd'hui, à travers des événements, à travers des choses comme ça. Avec ces collectifs, le propos, l'objectif, c'était pas l'objet d'art. C'était pas la présentation d'une exposition terminée. C'était pas même... Mais là, il y avait un problème, hein, parce que
au fin années 80, il y avait ce truc de Polybe de Senghor qui disait que tout devait tourner autour du saharisme, autour du cubisme, l'école de Dakar avec les lignes, la tapisserie, des trucs comme ça, quoi. Oui. Nous aussi, avec Achitar, avec ces gens dont je vous cite, LHC, avec Tamba, avec tout Charmey, nous, on était vraiment à côté. À un certain moment, on avait une sorte d'opposition pour nous permettre de ne pas avancer. Parce que souvent, ces gens-là, c'est ce que les gens de l'école de Dakar, c'est ce que l'État a acheté en ce moment. Et puis, Issa a lutté contre ça. Il voulait mettre, et puis on faisait des expositions qui, même à un certain moment, il y avait 4 vents aussi avec 8 facettes. On arrivait à montrer autre chose qui n'est pas l'école de Dakar, quoi. Et donc justement, parlons de 8 facettes. Et peut-être qu'Annecy pourra parler un peu de ça. Mais 8 facettes avaient, de façon un peu différente par rapport à Tenk et par rapport au laboratoire Agita, l'objectif de 8 facettes, il me semble, c'était aussi de décentraliser la pratique artistique et de reconnecter d'une certaine manière le rural avec l'urbain. Et donc, vous avez fait pas mal de workshops et d'initiatives à plusieurs kilomètres de Dakar, dont l'un des premiers qui était à Amdalaï. Même en regardant les thèmes aussi, par exemple, on a fait une performance avec l'orchestre derrière, on peignait, c'était une toile de presque 10 mètres sur 3 mètres. Donc, c'était pour le Rwanda. Le Rwanda carrément pour la paix. Le tableau, après, on l'a envoyé au Rwanda. On a aussi travaillé pour Téléfoot aussi. Téléfoot avec FAO. On a fait un truc, voilà, on a fait un grand truc que vraiment les gens ont fait aux enchères et puis ça a sorti beaucoup de sous. Mais dans tout ça, je veux dire que pour gérer les artistes, c'est difficile. Même il parlait de l'artiste qui avait dit du jour. On avait très bien composé, il y avait les couleurs qui allaient de ça, je peins comme tout le monde. Bon, je savais qu'il n'avait pas cette nature de faire quelque chose de gigantesque. Je l'ai un peu expliqué, je dis que, boy, il y a eu de couleurs. Yo, dans le feu, il y a eu un de couleurs. C'est à toi de faire les couleurs. Et puis à un certain moment, il fait comme Jackson Pollock. Un travail où Kanzi a passé des heures, il vient verser la couleur. Et puis moi, je l'ai attiré derrière. Je lui ai dit, soit boy, dans les sabotés, ou le moulot. Bon, vous dans les top de l'Union. Et puis après, je suis allé prendre un saut. Les gens étaient en train de chamailler. Moi, c'était pour nettoyer, pour refaire le truc. Allez-y. Les gens ils sont repartis encore, quoi. Donc, il y avait aussi des thèmes. On travaille sur des thèmes. Quoi, aussi. Mais moi, je pense qu'il y avait des thèmes, mais il y avait également des objets témoins, parce qu'il y avait des objets témoins. Parce que dans les endroits où vous êtes passés, il est resté quand même des mosaïques, des compositions. Parce qu'il ne faut pas oublier, mais c'est vrai que quand on écoute, quand on suit le film, parfois les éléments de conceptualisation, les conditions de possibilité, tous ces aspects-là partout, les moments qu'on crée. Pour créer, parfois on l'air de prendre le dessus sur la création elle-même. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que pour qu'il y ait de la création, il faut des moments de création. Et je pense que même de manière subversive, des moments de création ont été suscités par des artistes qui par affinité, parce que l'autre question, c'est sur quels critères ces artistes se sont retrouvés entre eux. D'accord? Je pense que le choix s'est fait par affinité, par feeling partagé, par flux, et par auto-estimation aussi, estimation de l'autre. Parce que si on trouve que l'autre est un vis-à-vis tout à fait valable qui peut entrer dans le monde, ça marche. Pour d'autres, non, vous ne retrouvez pas souvent les mêmes vibrations, etc. C'est difficile d'harmoniser tout ça. Mais ça renvoie aussi, avant de te donner la parole juste, ça renvoie aussi au projet premier d'ailleurs, du premier village des arts, etc.
il y avait cette volonté subversive de rompre avec les canons classiques, de ne pas avoir juste des tableaux sur chevalet, etc. Et de rompre avec voilà, cette mise en situation. Bon, qu'est-ce que ça vaut? Je ne sais pas vraiment, parce que tout semble relativiser, mais quand LHC marche sur la toile, cette manière de prolonger le mouvement du corps sur la toile, etc. Quand il va essayer la toile de jute, qui au départ d'ailleurs n'était pas validée par l'autre, qui disait mais enfin c'est quoi cette histoire? Mais il a fini par maîtriser cette toile de jute là à telle enseigne que il fait tout avec ces toiles là. Il vous met une toile de jute en situation, il vous demande de verser de l'eau dessus, etc. Et il sait que ça ne va pas bouger. Mais tous ces aspects-là, sur le plan expérimental, ont fini par donner des objets aussi, des objets témoins. Ils ont investi des hôpitaux, ils ont investi des places publiques, mais il y a des objets témoins invisibles aussi. Ce sont les places individuelles qui laissent sur les gens. Parce que justement, quand on veut recentrer autour de l'humain, c'est également un élément fondamental, même si c'est une difficulté parfois pour des gens qui essaient de comprendre, pour des gens qui ont des logiques de bibliothèque, pour des gens qui ont des logiques de documentation, alors que pour une grande part aussi, cette documentation est très difficile d'accès, parce que c'est détenu par des gens qui parfois vous donnent des éléments de récits qui sont linéaires, mais parfois, pour beaucoup aussi, ils parlent avec des paraboles. Je veux dire, l'expo présente de LHC en Allemagne, quand j'ai envoyé les éléments d'interview, sa galeriste m'a demandé en fait comment vous avez fait pour recueillir ces propos. Je lui ai dit non, je n'ai pas fait d'interview. J'ai recueilli des bribes de pensée que j'ai mises en situation et que je lui ai donné à valider, parce que sur le plan méthodologique, il faut quand même qu'il valide ce qu'il a dit. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors, tous ces difficultés-là aussi sont des difficultés. C'est pourquoi, en fait, lorsqu'on travaille sur l'esthétique, parce que c'est mon domaine, moi, de compétences, je ne suis pas historien de l'art, mais je travaille sur l'esthétique. C'est d'avoir tous ces matériaux-là et de voir quel est le niveau de conceptualisation par rapport à pas une histoire d'une domination, parce que c'est une logique de la décolonisation, ce n'est pas une invention présente. Cette logique de la décolonisation qui passe par la création et par la créativité, mais ça a été vécu par des gens qui l'avaient pensé, pas seulement pensé, mais vécu. Et toutes ces initiatives-là participent un peu de cette logique, de cette réappropriation de soi, de cette manière de briser des canaux, en se disant, nous, on ne voit pas les choses ainsi. Aussi bien dans le domaine des arts visuels que dans le domaine du théâtre, etc. Il y a des normes théâtrales. L'éclatement de l'espace, c'est une donnée tout à fait locale ou africaine, mais ça apporte quelque chose de plus dans la mise en situation, dans la communion avec une pièce qui est jouée. Et tout ça là est mis en forme également. Ce fait qu'elle n'est pas seulement peintre, curateur, etc. Il est mettant en scène également. Il comprend tout ça. Il a compris l'importance de la transversalité. Et nous tous d'ailleurs qui avons travaillé aussi autour de ces initiatives où les avait impulsées, cette transversalité apporte quelque chose de plus dans les dynamiques esthétiques. Et je pense que c'est important. Et puis ce qui est important aussi pour 8 facettes, quand on a invité les Belges à Amdalaï, on s'est dit qu'il n'y a pas de matériel tout bas quoi. Il n'y a pas de peinture, on va utiliser les matériaux sur place. C'est pour ça qu'il y a un sculpteur là, il a fait des trucs intéressants, des récupérations. Ablaï Ndoye même a commencé à travailler avec Foudeni, l'aîné. Hein? Là, on a réussi, même avec les artistes de Kolda, qui sont venus travailler avec nous. Moi, je m'occupais, on peut dire, comme je connais beaucoup l'artisanat, je m'occupais de l'atelier de Tchouk pour les femmes et les ateliers de couture. On a fait des trucs pas mal. On a même eu avec les artistes de Kolda, Boy Bi de Frappe, il est très Guérongal, on peut dire tout ce qui est
les clips, des trucs comme ça, il était avec nous. On l'a un peu remonté. On a un peu remonté. Pour te dire que ça fait quelque chose. Ouais. Tu veux dire quelque chose? Non, vas-y. Maintenant qu'il y a eu plusieurs décennies qui se sont passées depuis les premières manifestations, par exemple, de Tank, et que voilà, il y a énormément d'infrastructures culturelles, il y a beaucoup d'initiatives qui se font, etc. Comment est-ce que vous avez le sentiment que justement cet esprit du collectif se retrouve aujourd'hui dans les générations actuelles, ou comment vous voyez la scène artistique entre les artistes aujourd'hui, précisément ici au Sénégal? Est-ce qu'il y a eu cette legacy qui a continué à travers... ou est-ce que vous le faites d'une certaine manière? Vous continuez à œuvrer dans cette démarche, même sans 8 facettes, même sans Tank, même sans le laboratoire? Et d'ailleurs, je propose, merci beaucoup à Fodé, à Massamba et à Kansi. Mais il y a plusieurs artistes et activistes ici. Donc on ouvre le plateau si vous voulez poser des questions. Surtout, même là, c'est un truc qui continue, hein, parce que LHC, on a réussi à faire quelque chose à Angaï. Angaï travaillait avec les cordonniers. Parce que vous savez, c'est les cordonniers qui ont l'habitude d'acheter des trucs en Italie. Nous, on est venus avec tout ce qui les entourait. On a essayé de faire quelque chose. J'ai essayé de travailler aussi avec des bijoutiers pour leur montrer que les accessoires qu'on met sur les chaussures, vous pouvez le faire. On a fait pas mal de champions avec ça. Il y avait les gens de GECO qui nous ont aidés. GECO, les gens qui s'occupent de Zircon, voilà, qui nous ont beaucoup aidés. Mais on a pu faire un atelier, montrer à ces artisans-là qu'ils peuvent aller à l'avant. Mais maintenant, ça commence à bouger là-bas à Gaï. Les gens commencent à voir autre chose que de faire toujours les mêmes paires de chaussures, quoi. Ouais. Mais en Gaï, il n'y avait pas que ça d'ailleurs. Il y a également le centre artisanal où il y a quelqu'un qui travaille sur du fer repoussé, mais qui a un talent fabuleux, mais en fait qui ne reproduisait que des figures de marabout, alors que en fait je pense que le potentiel peut dépasser ça. Et il y a du talent. Il y a vraiment quelque chose qui s'est passé à ce moment précis et qui est dans le continuum des choses qui étaient connues. Et je veux juste dire une chose aussi, c'est que Kansi et Moussana Ali on continue donc à montrer le travail qu'ils font justement avec les femmes potières, avec les artisans, et qu'ils ont ouvert tout juste pendant la Biennale une galerie juste au-dessous de chez eux qui est très belle, et vous allez voir justement tout le travail et les produits d'une certaine manière finis de ce travail qu'ils font avec les femmes potières. Donc c'est à Mermoz et je vous conseille vivement d'aller les visiter. Donc merci beaucoup. Et si vous avez des questions, c'est le moment. Et des contributions également. Oui, des contributions. Il y a une question à la volée là, pour les jeunes. Jeunes, bon, je ne sais pas si c'est jeune là. C'est plutôt jeune. En tout cas, moins vieux que les Kamsi et autres, qui ont essayé également de faire. De lancer des initiatives conjuguées, etc. Oui, ce serait peut-être le moment d'en parler. Et puis, ouais. Je pense qu'il y a quelque chose. Bon, je ne peux pas répondre à une question par rapport à des œuvres peut-être que j'ai pas vues, mais en fait, il me semble que le propre de l'artiste, mais peut-être que je vais me tromper, je suis en train de me tromper, mais il y a des artistes qui sont mieux artistes que moi. C'est de pouvoir avoir peut-être une manière très particulière de s'exprimer, quel que soit le support. Mais un artiste ne peut pas s'extraire de son propre contexte. Un artiste ne peut pas ignorer ce qu'il sait. Et donc, quel que soit le niveau de complexité des productions artistiques, ou le niveau de personnalisation ou d'individuation des productions, ces productions-là sont le reflet d'une manière ou d'une autre d'une société. Et donc peut-être c'est moins si les œuvres sont de qualité,
c'est la même qui pose problème, mais peut-être les conditions de monstration, mais surtout les conditions de médiation. Parce que quand on va dans des villages comme Amdalaï et qu'on mette en place des choses spécifiques autour de l'art, autour des savoir-faire, etc., il y a quand même un travail préparatoire d'approche. Il y a un travail également d'identification des éléments esthétiques, plastiques qu'on va mettre à contribution dans le projet. Et il y a également un travail de restitution, le tout dans le respect des normes en vigueur, entre guillemets, des process en vigueur et des civilités, quelque part, entre guillemets, aussi en vigueur. Mais tout ça participe parce qu'il ne s'agit pas juste de créer quelque part à partir d'un laboratoire qui serait hors du monde. Il ne faut jamais oublier qu'on est dans le monde et que ce qu'on propose est référé au monde. Il me semble. Peut-être que je me trompe. Oui, ce qu'on propose est référé au monde. Mais ce qu'on propose peut être contre le monde aussi. Mais c'est dans la référence toujours. C'est dans la référence. C'est-à-dire que soit, oui, soit on se différencie de l'artiste. non moo wax la sama diggante ak Diowakaan nu mu mel. Moi quand j'étais au village des Arts à l'âge de 22 ans ma mère me disait qu'il faut être à la maison à 8 heures à 20 heures Issa moo waaxu dem bu sama yaay ne bàyyil xale bi liggéey may fa xaalis bàyyi ko mu liggéey bu mu nekk ne dana ci am dara bàyyi ko mu góorgóorlu xale bu kii la yu dema noonu sama yaay ne ko gars yi ngay gis ñuy netti seen bopp ak di sol ay jaaro di def yu dema noonu mu ne ko Fodé bokkul ci ñooñu dama bëgg daal kii nga wóolu ko bàyyi ko moo tax bu may njëkk a exposé à la quand j'exposé mu tuddati à la galerie nationale Issa est revenu dire à ma mère lu ma la waxoon sama yaay ne ko wax nga dëgg mu ne lu ma waxoon sama yaay ne ko wax nga dëgg donc Issa c'est un tout même man lu may def actuellement pour les artistes waxtaan ak ñoom dem gis artiste bi amul gaz atelier am jëndal ko gaz yooyu yëpp c'est toujours Issa parce que moo ko dugal sama bopp moo ko dugal moo ma melloo noonu. On pourrait même libérer les gens et ça n'empêche pas de continuer la conversation sans micro, hors les murs. En tout cas, on réorganisera ça et merci beaucoup à tous d'être venus. On a enregistré la conversation aussi, donc il y aura quelques éléments disponibles à visualiser. Voilà. Merci beaucoup. C'est très sympa.